Parce qu'on va ouvrir notre page politique à présent, notre débat du jour, avec Aurore Berger qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche des Yvelines. Et Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Maire d'Yverdroite de Béziers et soutien de Marine Le Pen. On va s'arrêter sur la situation à droite. Laurent Neumann, extrêmement tendu. Alors, on a eu le ralliement d'Éric Woerth il y a quelques heures à Emmanuel Macron, on y reviendra. Et puis, ce matin, deux événements. Le premier, ce sont les déclarations de Rachida Dati, la charge même de Rachida Dati contre le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Elle est violente. Vous savez, il y a un cliché, un lieu commun qui dit qu'une campagne électorale, c'est un marathon. C'est absolument faux. C'est pas un marathon, c'est un steeplechase avec des obstacles à franchir qui se dressent devant vous au fur et à mesure. Et je vous annonce qu'il y en aura d'autres pour Valérie Pécresse, comme pour tous les candidats. Il y a quelques jours, on parlait de toutes les avanies qui tombaient sur Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est Valérie Pécresse. C'est vrai que là, pour reprendre la célèbre expression de Jacques Chirac, les emmerdes volent en escadrille. Pardon. Là, Rachida Dati dit quand même que le directeur de campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini, c'est un loser. Oui, c'est un loser et qu'il a jamais rien gagné. Il a jamais rien gagné pour lui et qu'il n'a jamais fait gagner personne. Bon, c'est vrai que c'est rude, c'est effectivement le directeur de campagne de Valérie Pécresse, mais si on veut voir le bon côté des choses, vous noterez que Rachida Dati n'a pas dit un mot déplacé sur la candidate Valérie Pécresse. Mais cette sortie de Rachida Dati, plus la désertion, si j'ose dire, ou le départ d'Éric Woerth vers Emmanuel Macron, plus surtout, plus grave peut-être, les propos rapportés de Nicolas Sarkozy ce matin dans le Figaro, où il dit en gros que Valérie Pécresse est inexistante et que lui, en 2007, imprimait matin, midi et soir, alors qu'on ne parle pas de Valérie Pécresse, ça fait beaucoup. Ajoutez à ça les sondages, et c'est peut-être ça le plus important. Elle plafonne aux alentours de 15%, elle n'est plus du tout certaine d'être qualifiée pour le second tour, et pire, l'un de ses arguments, c'était de dire « moi seul » suis capable de battre Emmanuel Macron au second tour, les sondages de second tour semblent indiquer le contraire. D'où d'ailleurs la pression que fait monter toute son équipe autour du fameux meeting du Zénith ce week-end, comme si c'était au fond un moment charnière qui pouvait faire basculer d'un côté ou de l'autre la campagne de Valérie Pécresse. C'est sûr que c'est une mauvaise période, il y en aura d'autres, ça arrive à tous les candidats dans toutes les campagnes électorales, mais pour le coup, le meeting de dimanche, il va jouer un rôle considérable pour la suite de la campagne de Valérie Pécresse. On suivra avec attention sur BFM TV ce meeting. Ça vous fait sourire tous les deux de voir ce qui se passe dans le camp de votre adversaire ? Non, moi, honnêtement, ça me fait pas sourire. D'abord, j'aimerais pas être à sa place. C'est aussi bête que ça. Les malheurs des autres, ça me fait pas sourire. Et puis moi, j'ai pas d'ennemis à droite. Non, mais comme la tension a été ces derniers temps sur l'extrême droite, sur le match entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Non, moi, je réagis pas. Là, ça se décale du côté de la droite. Non, je réagis pas comme ça. Je me dis, moi, j'ai juste envie que la droite gagne les élections. Je voterai pour celui qui sera au deuxième tour face à monsieur Macron. J'ai pas d'ennemis dans cette droite-là. J'ai plus de sympathie pour Marine Le Pen que pour Madame Pécresse. Mais à un moment donné, je saurais faire le choix. Donc les malheurs. Comment ? Vous saurez faire le choix, c'est-à-dire ? Je voterai pas. Si il y avait un match, je le souhaite pas. Je souhaite que ce soit Marine Le Pen au deuxième tour. Mais entre Madame Pécresse et Monsieur Macron, je voterai pour Madame Pécresse. Ce que ne disent pas d'ailleurs ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen. Mais moi, je suis pas dans des appareils politiques, donc je peux dire ça. Oui, bien sûr que c'est pas bien pour elle en ce moment. Woerth, c'est pas tout à fait rien quand même. C'est pas. Ils ont beau dire maintenant. Tout ça, c'est pipi de chat, il faut quand même pas rigoler. Ça n'est évidemment pas vrai, c'est une mauvaise nouvelle pour elle. Les règlements de compte, mais ils tiennent aux mauvais résultats. Mais regardez aujourd'hui comment ça se passe chez les socialistes. Je veux dire, ils vont se tuer d'ici, quand vous êtes à 2,5% des voix, c'est quand même un truc qui pousse, c'est quand même pousse fou, pas cette là. campagne. On a l'impression que ça tire de tous les côtés. Il n'y a qu'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il survole un peu les débats parce qu'il n'est pas entré encore. Le vrai sujet, c'est quand même le sujet de la ligne politique. Il y a encore un mois, vous aviez au sein des Républicains Guillaume Pelletier qui est parti rejoindre Éric Zemmour et Éric Woerth qui a rejoint Emmanuel Macron. Ça montre bien qu'il n'y a pas de ligne politique au sein des Républicains. C'est ça le vrai sujet. On peut toujours accuser ceux qui partent, mais ce serait bien de se demander pourquoi ils partent. Et ils partent parce qu'à un moment, il n'y a pas de ligne idéologique. Et elle une campagne est où, présidentielle... droite alors? Elle est chez Éric Zemmour ou elle est chez Emmanuel Macron? Il y a plusieurs droites.
Il y a plusieurs droites dans ce pays. Il y a une partie d'une droite qui est une droite européenne, qui est une droite libérale, qui est une droite progressiste, qui de facto se retrouve auprès d'Emmanuel Macron et qui l'a rejoint à partir de 2016 et qui continue à le faire. Il y a une partie de la droite qui est chez Marine Le Pen, il y en a une autre qui est chez Éric Zemmour. La question c'est, elle incarne quoi, Valérie Pécresse? Elle dit quoi aux électeurs de droite de ce pays? C'est quoi le destin qu'elle voit pour notre pays? Et bien en vérité, aujourd'hui, elle ne le dit pas. Et donc, les électeurs de droite, ils s'y reconnaissent pas. Mais madame, vous pouvez sérieusement pas dire, vous, qu'il y a une ligne politique, qui manque d'une ligne politique à droite. Je ne suis pas sûr. C'est un constat qu'on voit les différents départs. J'essaye juste de pas faire de politique politicienne. Autour d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui pensent pas tout à fait de la même chose, y compris même Emmanuel Macron. Moi, je le reçois chez moi, je suis ravi quand il vient à Béziers et tout, mais entre ce qu'il disait sur le nucléaire il y a 5 ans et ce qu'il dit aujourd'hui, il a changé. Tant mieux, moi je suis très content qu'il ait changé. Je suis pied noir entre ce qu'il disait sur la colonisation en Algérie il y a 5 ans et ce qu'il a dit à l'Élysée, et c'était bien ce qu'il a dit il y a 5 ans, il a changé. Je veux dire juste d'abord, attendez, je défends pas cette droite-là. J'essaye juste de dire qu'on est tous pris à la gorge par un truc qui s'appelle la réalité, qui nous fait tous changer. J'imagine que, je sais pas, c'est la première fois que vous êtes député, je crois, il y a entre ce que vous étiez il y a 5 ans et ce que vous êtes aujourd'hui, je suppose que vous n'êtes pas tout à fait la même femme, et il y a des la choses question, elle n'est pas tant l'évolution individuelle qu'à un moment, la ligne d'un parti politique. Et aujourd'hui, les LR, ce qu'ils nous disent, c'est on est en train de jouer notre survie. On est en train de jouer la survie d'un parti. Et vous-même qui disent... Moi, la question, c'est pas les partis politiques. Mais moi, je m'en contrefous de la survie des ils s'en partis politiques. contrefichent aussi des partis politiques. C'est la France qui m'intéresse. La question, c'est en effet, quel est le destin qu'on veut pour notre pays. Et après, on a des lignes politiques qui sont clairement et nettement différentes en fonction qu'on soit Emmanuel Macron, qu'on soit Éric Zemmour, qu'on soit Marine Le Pen, qu'on soit Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi les autres candidats n'arrivent pas à imprimer dans cette campagne? Parce qu'à un moment, on ne sait pas où ils habitent. Et que ceux qui les entourent ont des lignes politiques extraordinairement différentes. Au-delà de la charge peu sympathique de Rachida Dati ce matin sur sa propre candidate, parce qu'elle attaque aussi les mesures et les propositions de sa candidate. Macron, on sait où il habite. Vous pensez que pour les électeurs, c'est clair son positionnement, Emmanuel Macron? Demandez-moi sur quel sujet, je vous répondrai sur les différents sujets. Mais sur la ligne européenne, donnez-moi une seule autre personnalité politique qui a été constante sur ces questions-là. Est-ce que vous avez des ralliements du côté de la gauche qui vont se faire là dans les prochaines semaines? Écoutez, je l'espère. Je l'espère, et on a déjà, vous l'avez vu au cours de ce mandat, un certain nombre de personnalités qui progressivement nous ont rejoints. Il ne vous a pas échappé qu'Olivier Dussopt, qui est aujourd'hui ministre du budget, qui n'est pas quand même un petit portefeuille ministériel, était député socialiste et qu'il a fait le choix de nous rejoindre. Donc évidemment qu'il y en a pas, ce qui te rejoignent. N'empêche que pour une fois, c'est des personnalités de droite lors de cette campagne qui sont attirées par le vote macroniste. Mais ce qui est assez légitime aussi, un peu plus je suis d'accord avec vous sur un point. Ces ralliements, je pense à ceux que je connais qui vont de chez Marine à Éric et tout. Il y a des problèmes de ligne politique, madame, mais il y a aussi des problèmes d'ambition contrariée. Les partis, c'est quand même des sacs de nœuds, des nœuds de vipères, où on se tue à moitié, où on a l'occasion de se venger, on se venge. C'est aussi des choses aussi bêtes. Sans doute, enfin, vous en êtes dans un parti, vous savez. Non, mais bien. je pense qu'Éric Woerth, il n'a pas une carte personnelle à jouer. Il a été ministre, il est président de la commission des finances. Sa carrière, elle a été faite. Je vous dis. C'est différent dans le cas de Guillaume Pelletier, je veux bien. Je vous dis pas ça. Je vous dis juste que on ne peut pas faire une analyse seulement politique des analyses humaines. Il y a des analyses humaines et les gens, ils pèsent autant que les idées qu'ils ont dans leur tête souvent. Mais en même temps. Honnêtement, dire sur tout un tas de sujets, est-ce que M. Macron a eu toujours la même ligne? Est-ce qu'il est tout... Non, c'est pas vrai, madame, c'est juste pas vrai. Je vous citais 2 exemples, je peux vous en citer d'autres où M. Macron a évolué, tant mieux, où il a dit des choses. Moi, vous savez, sur la crise sanitaire, je suis un des rares dans mon camp à dire que, par exemple, sur le pass sanitaire, j'ai pas hésité une seconde. Donc, quand le chef de l'État a raison, je dis qu'il a raison. En même temps, sur toute la crise sanitaire, Monsieur Olivier Véran a eu souvent une espèce d'arrogance dans ce qu'il disait. Vous savez, c'est plus ça que je lui reproche. Vous savez, des espèces de certitudes régulières qui se sont avérées fausses. Je dis pas que j'aurais fait mieux, honnêtement. Je fais attention parce que c'est pas sûr, parce que c'est tellement nouveau et tout. Ce que je veux vous dire, c'est que on devrait tous, dans la classe politique, être un brin plus modeste. Modeste. La modestie, et Dieu sait que c'est mal partagé à droite comme au centre chez vous ou à gauche, je sais pas comment dire de vous, donc je dis le centre. Pour reprendre l'expression d'Aurore Berger tout à l'heure, quel destin on imagine pour la France, quel destin vous imaginez pour la France après l'élection présidentielle? Parce qu'on le sait, vous êtes un défenseur de l'union des droites, vous avez toujours prôné l'union des droites.
c'est pas la même union des droites que celle d'Éric Zemmour? Non, parce que d'abord, je la prône, mais je reconnais que c'est plutôt un échec. Honnêtement, c'est pas un gros échec. Non, moi j'ai beaucoup travaillé. Je suis copain avec Éric depuis 10 ans. Donc quand il était journaliste, j'étais journaliste, donc on se connaissait comme journaliste. Moi, quand je le voyais le printemps dernier, vous savez, je discutais avec lui, avec Guillaume Pelletier, avec Sarah et tout ça, avec sa compagne, enfin sa conseillère compagne. Je discutais avec eux. Moi, l'idée que j'avais, c'était de dire, il faut arrêter avec l'espèce de truc qu'a imposé la gauche, qui consiste à dire, il n'y a rien de commun entre, en gros, la droite de gouvernement et ce qu'ils appelaient l'extrême droite. C'est pas vrai sur tout un tas de questions. L'électorat qui vote pour moi dans ma ville, maintenant, moi, je suis élu avec près de 70% des voix, vous avez bien compris qu'ils pensent à peu près tous la même chose, et il y avait des idées assez communes. Donc, moi, je lui ai dit, c'est bien que tu sois candidat pour faire ce pont-là. Le problème d'Éric, c'est qu'il n'est pas du tout dans cette posture-là. Je le regardais encore hier, mais chez vous, je veux dire, il est à droite de Marine Le Pen, c'est-à-dire que tu fais pas l'union des droites. Il est à droite de la droite. Marine Le Pen elle-même a du mal à dire qu'elle est de droite. Mais attends, ça c'est un autre problème. Mais Marine Le Pen, vous savez pourquoi? Non, mais moi, je veux dire, écoutez, quand vous défendez l'union des droites, dans attendez. quelle mesure vous vous reconnaissez? Parce qu'elle change, madame. Moi, pendant 4 ans, elle m'a pas laissé la parole, et moi non plus, pour dire la vérité, donc on s'adressait plus la parole. J'essaye de parler objectivement des gens, sans passion, et je suis pas dans son parti. Honnêtement, elle a évolué. Écoutez, même moi, je lui reprochais la retraite à 60 ans, en disant, de toute façon, personne ne la fera. C'est une connerie de proposer la retraite à 60 ans. Personne ne le fera, donc, ni vous, qui que Mais nous, on l'a jamais proposé. Non, mais je dis pas vous comme ça, madame. Je dis, vous le diriez demain, je vous croirais pas plus, parce que personne ne le fera. Donc, écoute, je constate que depuis 3 jours, elle évolue là-dessus. Je trouve que c'est plutôt mieux que quelqu'un qui représente, je sais pas, 15-20% des gens dans les élections, évolue dans le bon sens. Je m'en félicite pas pour elle seulement, je m'en félicite pas pour son parti, je m'en félicite pour mon pays. Je préfère que les gens dans la classe politique, de droite comme de gauche, ils disent pas des imbécilités. J'aime autant que ce soit des choses raisonnables. Et ensuite, on choisit les uns et les autres. Voilà, c'est juste ce que je vous dis. Ce que j'ai entendu hier soir, en tout cas sur le plateau de BFM, c'était pas des choses raisonnables. Alors justement, on en était quand même très éloignés. On va y aller, on va entrer dans le vif du sujet, on va revenir sur une des propositions d'Éric Zemmour hier soir, proposition qu'on n'avait pas encore entendue jusqu'à présent, proposition aux accents trumpistes concernant l'immigration. Écoutez. Moi, je ferai basculer la majorité européenne en faveur du mur, qui sera financé sur fonds européens, parce que c'est indispensable. Et je pense que les pays qui ont fait un mur, comme la Hongrie, ce sont eux qui défendent la civilisation européenne beaucoup mieux que les gens comme Mme Johansson. Où est-ce que vous voulez faire des murs? À toutes les frontières. Chez nous? Mais pas nous, non, pas nous. Bah non. Non, mais pardon, mais je précise. Mais je dis les frontières européennes. On est d'accord, mais. Et j'ai dit à monsieur que nous, on fera effectivement une police spéciale des gardes frontières aux frontières françaises. On est dans de la surenchère, là, Aurore Berger? Il n'est pas le premier à avoir parlé des murs. Hein. La première qui en a parlé, c'est Valérie Pécresse. C'est vrai. C'est la première qui en a parlé. Là, pour le coup, quand on parle de l'union droite-extrême droite, la première candidate qui en a parlé dans cette campagne, en faisant un déplacement européen, c'est Valérie Pécresse. Considérant que la solution, du coup, à l'immigration et à l'immigration illégale, c'est donc d'élever des murs et des grillages. Excusez-moi, là, on s'éloigne quand même beaucoup de ce qu'était la droite, et sous Nicolas Sarkozy et sous Jacques Chirac. Donc ça, encore une fois, déjà, c'est assez intéressant de voir ce glissement. Ensuite, il propose ça, il dit absolument pas, au-delà de moi, l'aspect idéologique, où je suis foncièrement en opposition avec ça. Je ne crois pas que ce soit en élevant des murs qu'on va empêcher que l'immigration illégale puisse venir. Je crois que c'est pas en mélangeant aussi tous les sujets sur l'immigration qu'on y arrive. Et malheureusement, systématiquement, il y a ces mélanges qui sont faits sur l'immigration. Il faut une ligne très ferme sur l'immigration illégale. Mais il faut une ligne qui, pour moi, doit être une ligne qui doit rester humaniste sur la question de l'accueil des réfugiés. Ce qu'on a fait, par exemple, sur l'Afghanistan. On ne peut pas vouloir lutter contre l'islamisme et refuser d'accueillir des femmes qui auraient été probablement sauvagement assassinées si on ne les avait pas exfiltrées d'Afghanistan après l'arrivée des talibans. Et il dit absolument rien, évidemment, comme d'habitude, de concret sur comment il va faire, comment il va le financer, avoir l'avis de Laurent Neumann là-dessus. Mais juste avant d'avoir votre avis, Laurent, est-ce que c'est une proposition que vous auriez pu reprendre à votre compte? Non, moi, je vais vous dire. Je comprends une partie de votre raisonnement, mais il y a une partie que vous dites pas. Si vous me dites, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce qu'on a envie de voir l'Europe avec des murs hérissés? Bien entendu que non. Encore que, pardon, quand les Polonais décident de le faire face aux Biélorusses, ils font ce qu'ils veulent en Pologne. Je pense que là-dessus, on pourrait être d'accord. Mais surtout, si on en arrive à des positions comme ça, madame, et je le regrette, je vous le dis tout de suite, j'espère que vous me croyez. En revanche, c'est parce que, en termes d'immigration, le bilan de votre bilan, c'est un mauvais bilan.
Aujourd'hui, vous continuez à accueillir un certain nombre de gens qu'on n'est pas capable d'intégrer. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas de ceux qui disent il faut une immigration zéro. J'en crois pas un mot. Parce que de toute façon, c'est pas réaliste. Non, mais c'est pas réaliste. On est d'accord. Mais en même temps, attendez, moi, je suis maire. Je préside un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. La loi dit que les gens qui se voient, c'est l'État, c'est pas moi qui le décide, qui se voient refuser le statut de réfugié politique en première et en deuxième instance, se voient ensuite reconduits à la frontière. Madame, je dis, si on le faisait, si on l'avait fait volontairement, si la proposition de Macron, de Monsieur Macron, de dire, pardon, je vais juste... Là, vous vous adressez à Emmanuel Macron, mais en réalité, Éric Zemmour, il s'adresse au Rassemblement National. Non, mais attendez, moi, j'ai juste Madame en face, donc je finis là-dessus. Si Emmanuel Macron n'avait pas découvert maintenant qu'il pouvait faire pression sur un certain nombre d'États... Il n'a pas découvert maintenant. La question des visas diplomatiques, c'est fait depuis le début. La pression qu'on fait sur les visas diplomatiques depuis le début. On ne parle pas des visas diplomatiques, on parle des visas pour les gens. Ce que je veux vous dire, c'est si vous aviez fait votre boulot à ce niveau-là, c'est-à-dire faire en sorte... Mais il a été... Non, madame... sur les OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire français, ça a progressé. Et heureusement que ça a progressé. Ça a progressé là maintenant. Mais comment vous pouvez dire que sur l'immigration, vous avez répondu sérieusement aux angoisses des Français? Vous pouvez dire que l'immigration est une bonne chose, il y a 70% des Français qui ne le pensent pas. Ouais. Moi, je pense que l'immigration, il faut en recevoir un certain nombre, mais il faut limiter ça. Vous n'avez pas fait le job, et donc vous avez aujourd'hui la situation. Là, la campagne est longue, il y a encore 2 mois, on aura bien évidemment l'occasion de débattre de nouveau sur le sujet de l'immigration. Juste en un mot, très rapidement, Laurent Neumann, cette annonce sur un mur, est-ce que c'est... Si Éric Zemmour arrive à l'Élysée, est-ce que ce serait un jour envisageable ou c'est vraiment un effet d'annonce? Bon, d'abord, vous avez compris, vous l'avez dit d'ailleurs, il fait du Trump. Trump a gagné sur cette idée d'un mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Des murs, il en existe déjà en Europe. Pas tout autour, mais il en existe à certains endroits. Exemple, Pologne, Biélorussie. Mais une fois que vous avez dit ça, vous voyez bien que cette mesure, que Éric Zemmour soit élu ou pas élu, n'a aucune chance d'arriver. On ne va pas construire des milliers de kilomètres de murs. Vous imaginez des murs sur les plages du sud de l'Europe? Impossible, personne n'y pense. Personne n'y pense. Laurent, et il faut appliquer. Si vous avez bien écouté les propos d'Éric Zemmour, il commence par dire « Avec moi, je ferai basculer la majorité de l'Union européenne ». Même ça n'a aucune chance d'arriver. Merci beaucoup à tous les 3. Restez avec nous dans un instant, on va continuer à parler politique. On va revenir sur les déclarations de Rachida Dati, déclaration, que dis-je, cette